J'ai toujours dit que APD, c'est une entreprise qui va m'intéresser aux alentours de 140 à 200 dollars. Les vidéos sont là. Je n'invente rien du tout. Je n'ai pas fait 400 000 vidéos sur APD, j'en ai fait très peu. OK? Donc, pour une seule raison, j'ai toujours considéré que APD, entre APD, Linde, enfin, quand je dis APD, Air Product and Chemical, Linde, PLC et Air Liquide, Air Liquide est la mieux gérée de toutes. En suivi ici de Linde, et le dernier, c'est c'est APD. OK? Ce sont ses concurrents directs, mais Air Liquide, c'est un autre animal. OK? Donc, parlons donc de APD en date d'aujourd'hui. Elle a publié ses résultats financiers, etc. Semble-t-il que le revenu va avoir tendance à baisser. Mais n'oubliez pas ici que cette compagnie, généralement, le prix de l'énergie augmente, c'est bénéfique pour elle parce qu'elle a tendance ici à passer ces coûts-là à ses différents clients. Très, très bien. Donc, quand les prix baissent également, elle doit faire la même chose. OK? Mais en termes de net income, rien ne change réellement. Donc, c'est ça qu'il faut souvent aller regarder en particulier. Donc, quand on regarde que les revenus, les bénéfices nets, les revenus vont diminuer, il faut vérifier si les bénéfices nets diminuent également. Et ce n'est pas souvent le cas. OK? Donc, on va faire un tour d'horizon ici pour cette compagnie. OK? La première chose que je vais regarder, stabilité ou croissance des revenus. Bon, vous pouvez voir ici qu'on a une croissance des revenus ici. On a plutôt une stabilité. À partir de 2020-2021, ça coïncide également avec l'augmentation des coûts de l'énergie. OK? Donc ça peut s'expliquer. Mais toujours aller vérifier. Donc je vais le mettre ici en yearly pour que ce soit plus simple. Je pense qu'on a l'information annuellement. Voilà. Son année fiscale se termine au mois de septembre, enfin généralement. Donc ici, on est plutôt au premier trimestre 2024 déjà. D'accord? Pas au quatrième trimestre 2023. Donc ça, c'est le premier trimestre. Ensuite, on va regarder la marge brute. Est-ce qu'elle augmente ou diminue? J'aime bien regarder ça trimestriellement, dépendamment du type d'entreprise. C'est l'occasion pour moi de toujours rappeler une chose. Dépendamment de l'industrie, et c'est ça l'industrie, déjà dépendamment du secteur, une entreprise s'analyse d'une certaine manière. OK? Une compagnie dans les real estate ne s'analyse pas de la même manière que dans les materials, qui ne s'analyse pas de la même manière que dans les financial, qui ne s'analyse pas de la même manière que dans les technologies information, ou bien technologie si vous voulez. OK? Ou bien le consumer cyclical également ne s'analyse pas de la même façon que materials. Prenez-moi pour un fou, mais je vous dis, et vous allez vous rendre compte à long terme que ce n'est que la stricte vérité. Donc, quand je prends les materials au niveau de chemical, maintenant, je veux savoir quel type de produit vous vendez exactement. Est-ce que c'est une question d'abonnement? Est-ce que je dois aller creuser dans le sol? Est-ce que je suis dépendant ici des fluctuations des coûts de l'énergie? Très souvent, c'est le cas dans le secteur des materials. OK? Le secteur des matériels peut aller également avec, non pas, ça ne va pas aller avec consumer cyclical, mais généralement ici, les variations ici de coût de l'énergie ou bien la variation des matières premières peut affecter ce business-ci. Bref, chaque industrie est différente. OK? Prenons la marge brute. On constate que sur les dernières années, on a plutôt une marge brute aux alentours d'une trentaine de %. Donc, on prend les net income. Enfin, on va regarder les marges EBITDA. On constate qu'on a une évolution des marges EBITDA. Une évolution jusqu'en 2017 ici, on est plutôt sur une stabilité aux alentours de 32%. Quand on compare ceci, vous allez voir qu'il y a une grosse différence, n'est-ce pas? Déjà, à partir d'ici, je sais une chose, c'est que je devrais aller vérifier pourquoi est-ce qu'on a des marges EBITDA plus élevées que les marges brutes. Ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je rappelle encore une fois que ce n'est... Attendez. Voilà. Ce n'est pas normal. Les marges brutes ne peuvent pas être plus élevées que les marges EBITDA. Donc ici, je pense que au niveau de Coifin, il y a une mauvaise information par rapport à ces deux éléments-là. C'est pour ça qu'il faut toujours comparer les deux. Il ne faut jamais s'abandonner à un agrégateur en particulier. Non. On constate, on analyse. D'accord? Je sais que marge brute supérieure à marge EBITDA, qui est supérieure à la marge opérationnelle ou les bits également ici. Donc, je sais également que si on a des net income positifs et qu'on a des free cash flow négatifs, c'est bizarre, mais on peut avoir des free cash flow positifs et des net income négatifs. Mais on ne peut pas avoir des bidas négatifs et de free cash flow positifs. Ça ne marche pas. C'est la base. Comptabilité 101. Ensuite, je vais comparer ici les net income, et c'est là où vous allez voir le problème, et les free cash flow. On paye le dividende avec quoi? Vous connaissez la chanson. Avec les free cash flow. Et quand je prends les net income
et les fric, et je compare au free cash flow de cette compagnie, vous constatez ici que les net income ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. Ça, c'est un problème. À court terme, ça peut aller. Donc, c'est-à-dire que quand j'analyse cette compagnie ici à court terme, je dois vérifier où est-ce que va l'argent. Si on compare les free cash flow et net income ici, pourquoi est-ce qu'elle, en termes de free cash flow, elle gagne moins par rapport au net income? Tout simplement parce que la dépense en capital de croissance peut être plus élevée ici. Et quand vous lisez les rapports financiers, ça ne semble pas s'arrêter. Parce qu'ils vous donnent, je dis toujours une chose, c'est ça qui vous libère. Aujourd'hui, vous êtes peut-être sur Palenti, tout le monde est content, etc. Quantitativement, c'était intéressant au niveau des rapports financiers. Vous allez voir qu'il y a peut-être quelque chose à jouer à ce niveau-là. Il n'y a pas d'erreur. OK? C'est toujours la même chanson. Je pense que vous avez déjà eu des exemples encore et encore. Page 47 du 10Q, premier trimestre 2024. Allez-y lire ce qui est écrit dessus. Si vous ne savez pas lire en anglais, déjà, n'investissez jamais sur les compagnies américaines. Et encore, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez même encore traduire ces informations-là. Eux-mêmes, ils ne savent pas à quoi va ressembler la dépense en capital les années suivantes. Et ils prévoient à peu près dépenser 5 milliards par là. 5 milliards. Quand je reviens ici, en termes de net income, on rapporte combien? 2 milliards. Et on vous dit que l'année prochaine, on va dépenser 5 milliards. Vous pensez que le 3 millions, on va aller le chercher où? La dette. OK? La dette va avoir tendance à augmenter sur les années à venir. Parce qu'on a une dépense en capital de croissance ici présentement. On est à 400 millions en 2017. Là, on se retrouve à 10 milliards. Pourquoi est-ce qu'on augmente la dette ici? Est-ce qu'on a fait des acquisitions entre-temps? Très peu. C'est surtout le dividende qui consomme énormément. Si je prends le dividende ici, comment le dividende paye? En yearly, je le prends ici même pas cumulé. Si, je vais le cumuler, ça va être plus facile. On va le mettre comme ça. Sur les 10 dernières années, elle a eu à payer 9 milliards 950 millions en dividendes. La dette a augmenté de combien? Presque ce montant-là. Environ 10 milliards. Donc, elle paye la dette ici. Elle paye le dividende ici avec la dette. Et évidemment, attention. Elle gagne quelque chose en free cash flow, aux alentours de 700 millions par là. Mais ce n'est pas suffisant pour repayer le dividende actuel. Si on prend la moyenne du dividende ici, même pas, on le prend juste en... Voilà. Et ici, si on prend la moyenne du dividende versé sur ces dernières années, et on prend la moyenne des free cash flow également sur les dernières années, on va le voir ici. En free cash flow, c'est 800 millions. En dividende, c'est 945 millions. Il y a 100 millions il y a un 140 millions qui manque. Vous pensez qu'on va le prendre où? On va augmenter la dette. Donc déjà, à ce niveau, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser. La politique d'allocation du capital ne me parle pas. Et encore, on me demande de payer des multiples de 20, 25 fois les bénéfices pour ce genre de business. Le nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Il a tendance à augmenter légèrement. On va plutôt se dire, on a une stabilité depuis 2020. Et on me demande de payer en date d'aujourd'hui, à peu près, le marché paye 20 fois les bénéfices en moyenne pour ce genre de business. À un moment donné, des gens très intelligents ont payé 30 fois les bénéfices. Et ça, je parle des bénéfices nets. Hein. Je ne parle même pas des free cash flow. Parce que si on parle des free cash flow, ça ressemble à ça. J'ai besoin de parler. Donc, APD n'est clairement pas au même niveau que Air Liquide. Et encore, on peut se dire ici que ça, c'est peut-être une dépense en capital de croissance. Et il faut essayer de comprendre pourquoi ils dépensent dans quoi. Parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve ici à la NEE. NEE, c'est la même chose. Nexera Energy paye dividendes croissant année après année. C'est pour ça que cette information-ci, c'est de la merde. La croissance des dividendes année après année, c'est une information de merde. Ce qui doit vous intéresser, c'est la croissance des bénéfices nets année après année. Parce que la croissance des free cash flow année après année. Parce que le dividende prendra soin de lui-même. OK? Tout le monde est surpris aujourd'hui, par exemple, quand Meta paye un dividende, mais c'est une évidence. Google va finir par payer un dividende. En fait, tant que l'entreprise reste qualitative, ce n'est qu'une évidence, en fait. Ce n'est qu'une évidence. Et celui qui a racheté du Google à peu près à 27 $, quand lui, il aura un dividende ici, ne serait-ce que de 1 $ par action, il aura un rendement sur coût plus élevé que ça. Donc, c'est le rendement sur coût qui doit vous intéresser.
Arrêtez d'aller rechercher, arrêtez d'aller, ne vous concentrez pas sur la mauvaise information. Donc, revenons donc sur APD. Je vous avais dit ici que moi, je n'achèterais pas cette compagnie à moins de 140 $ à l'action. Parce que je recherche un rendement sur coût moins élevé que ça. C'est une entreprise qui peut absolument avoir le même niveau de bénéfice net ici, en free cash flow. Donc, n'ayant pas lu les rapports financiers ici, j'aimerais savoir sur quoi, quand je vais le faire, j'aimerais savoir où va l'argent. Sur quoi on investit. Et si on n'a pas d'argent, pourquoi est-ce qu'on s'entête à continuer à payer ce dividende-là? Peut-être qu'on est bloqué ici. Et tôt ou tard, il faudra prendre la bonne décision. Soit commencer à générer des free cash flow qui couvrent le dividende, ou couper tout simplement le dividende. De toutes les façons, à l'heure actuelle, si on prévoit ne pas gagner de l'argent sur les années à venir, je pense qu'il serait mieux de le réduire. Ça, ce n'est que mon avis. Après, elle fait ce qu'elle veut. Mais moi, aujourd'hui, si elle ne réduit pas ce dividende-là, mon multiple de valorisation sera encore plus bas que ça. Je vais l'attendre réellement à 140 $ à l'action. OK? Parce qu'elle peut avoir les mêmes niveaux de bénéfices nets en dividende. Je pense qu'elle vend énormément à crédit. Encore, il faudrait voir ici, la variation de dividende dépend de quoi. Quand je regarde à peu près au niveau des cash flows ici, Financial Testament, qu'est-ce qu'on a? OK, bon, je vais mettre ça ici en yearly. Voilà. Donc, dépréciation, amortissement, ça, c'est la dépense en capital. Donc, je m'attends à ce qu'elle dépense 1,3 milliard en capital. Or, c'est 5 milliards. Et encore, vérifiez l'évolution. OK? On constate ici que, en termes de dépenses en capital, on a une moyenne à peu près de 1,3 milliard depuis 2020. Or, depuis 2020, elle a dépensé 2,5 milliards, 2,4 milliards, 2,9 milliards, et actuellement, elle est à peu près à 4,6 milliards. Donc, il y a clairement une dépense en capital de croissance ici. Et cette croissance-là peut se répercuter au niveau de la croissance des bénéfices nets, etc., croissance du chiffre d'affaires. Mais ce qui m'intéresse avant tout, c'est à un moment donné, ça s'arrête quand? Moi, je suis d'accord qu'on dépense en capital pour la croissance. Mais j'aimerais que les cash flows opérationnels couvrent entièrement la dépense en capital de croissance. Je ne veux pas que, non seulement les cash flows opérationnels ne couvrent pas la dépense en capital totalement, il reste encore 1,4 milliard à aller chercher quelque part. On paye encore un dividende ici de près de 1,5 milliard. Donc, on a un 2,7 milliards à aller chercher quelque part. L'augmentation de la dette, là, voilà qui augmente. La réduction de cash présentement en banque. D'accord? Certaines années ici, on avait un cash positif. Donc, nous allons se retrouver avec moins de cash. Donc, je n'aime pas ce que je vois ici. Donc, pour APD, qu'on se dise une chose. Avec toutes ces informations, ça reste une belle entreprise. Et quand on va même regarder ici l'utilisation des actifs, regardez APD. OK. On voit quoi ici? On est aux alentours de 10%. C'est pas que ça augmente, ça diminue. Comparé à Air Liquide, c'est à ce niveau-ci que vous pouvez savoir qui a un avantage concurrentiel ou pas. Attention, ça ne veut pas dire... Maintenant, il faut déterminer le type d'avantage concurrentiel qu'on a. Parce qu'il ne suffit juste pas de dire que si l'entreprise augmente les prix, on a un avantage concurrentiel. Il faut regarder le type d'avantage concurrentiel. Il y en a certains qui sont plus durables que d'autres. Si votre avantage concurrentiel, c'est sur les coûts de production, est-ce que c'est par rapport à l'usine ou bien c'est par rapport à la qualité des sols dans la région dans laquelle vous opérez présentement si vous êtes dans le secteur minier? Donc ici, on constate que Air Liquide, non seulement ce ratio est stable, mais il augmente. Alors que APD, il diminue. Et si on compare à l'Inde, qui est aussi bien géré que Air Liquide, quel est le constat qu'on effectue? On a la pandémie est passée par là. On a une augmentation également sur les dernières années de 8% à 21%. Donc, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Avant même d'aller regarder, quand je vais donc checker les free cash flow, les bénéfices nets, avant d'aller regarder les marges, etc. sur l'Inde, c'est croissant. Ça, ce sont les bénéfices nets. En termes de free cash flow, voici ce qu'on a. Si je prends du Air Liquide, en termes de free cash flow, ça ressemble à ça. Mais si je prends du APD, en termes de free cash flow, ça ressemble à ça. Le choix est vite fait. Clairement, Air Liquide et l'Inde qui vont m'intéresser. APD,
ça ne va pas m'intéresser. Il faut vraiment qu'on me donne un discount extraordinaire pour que je puisse m'intéresser à cette compagnie-là. Donc, en lisant les rapports financiers, je m'attends à ce qu'on dépense 5 milliards l'année prochaine. Vous pensez qu'on va prendre le 5 milliards où? Il faut payer le dividende. Il faut payer la dépense en capital de croissance. On va augmenter la dette. Donc, le ratio dette nette du EBITDA actuel, il va avoir tendance à augmenter. Actuellement, il est à 2,5. Tant mieux si on génère des EBITDA de plus en plus positifs. Mais je rappelle qu'on ne rembourse pas la dette avec l'EBITDA, mais avec les free cash flow. Est-ce que les free cash flow actuels nous permettent de rembourser la dette en moins de 10 ans? Il n'y en a même pas. Donc, on ne peut même pas estimer. Et quand on regarde à peu près la moyenne, c'est plus de 10 ans. Donc, du point de vue évaluation en date d'aujourd'hui, je vais vous dire une chose, ça sera difficile pour moi de payer plus de 10 fois les bénéfices pour ce business. Évidemment, le marché peut payer une vingtaine de fois les bénéfices par rapport à ses concurrents, etc. Si c'est le cas, on paye qu'à 320 $ l'action. Et si on prend le 320 $ ici, moins la dette nette, là, c'est dans un environnement où tout va bien et où l'entreprise s'autofinance. Parce que pour le moment, ce n'est pas le cas. Quand on prend ici le 320 $ moins la dette nette à 47 $, et vous voyez que la dette nette augmente de plus en plus, on prend 320, d'accord, moins 47, ça donne à peu près 273 $. Mais dans un environnement normal. Donc, si je choisis d'investir à ce niveau-ci, il faut absolument que mes free cash flow soient au moins positifs pour les années à venir. Et ça ne sera peut-être pas le cas. Donc ici, je m'attends soit à une réduction du dividende, soit une augmentation des free cash flow. Et s'il n'y a pas ces deux décisions-là, je préfère vous laisser avec vos APD tranquillement. D'accord? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Ça ne sert même à rien que j'aille regarder la croissance du dividende, etc. Parce que ces dividendes, en date d'aujourd'hui, il est à risque. On ne paye pas le dividende avec les bénéfices nets, mais avec les free cash flow. C'est la croissance des free cash flow qui nous intéresse et non la croissance des dividendes. OK? Parce que s'il y a une croissance des free cash flow, le dividende ici prendra soin de lui-même. Donc, en date d'aujourd'hui, ça fait à peu près 5 ans, 4 à 5 ans que APD ne couvre pas son dividende avec les free cash flow. C'est exactement à cette période-là que la dépense en capital, que la dette a commencé à augmenter. Et elle a un historique ici de mauvaise allocation du capital. Parce que j'appelle ça de la mauvaise allocation du capital. Donc le dividende ici est un piège. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Je me réserve toujours le droit de me tromper. Et si cette compagnie vous intéresse, lisez vos rapports financiers. Merci.